Bonjour, donc Cécile Laboudi. Alors d'accord, un immense merci à Samir pour l'invitation, parce que ça fait un petit bout que j'ai pas fait de communication orale. Je remercie également tous ceux qui m'ont permis de finir ma thèse et tout ça. Il y avait Arnaud hier, Arnaud Chopin. Et puis je remercie aussi certains collègues, enfin tous les collègues qui ont accepté de répondre et de discuter avec moi du sujet que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que je vais vous faire un petit décompte de tout ce qui va être dit. Donc, je vais vous présenter un petit peu qui je suis, d'où je parle, parce que bon, ma formation en SHS de la santé me pousse du coup à aller vous présenter donc qui je suis, mais sans voilà. Après donc ma posture, le contexte dans lequel je me pose où j'ai posé les questions que je vais vous présenter. La problématique est donc tout ce qui se fait habituellement dans le cadre d'une recherche, cadre théorique, méthode de recherche préliminaire, parce que c'est franchement très exploratoire, vous allez voir. Et voilà, les implications, en espérant que ça déclenche éventuellement des envies de travailler sur ce terrain. Donc, qui parle? C'est pas juste que j'ai un ego surdimensionné, même si peut-être ça peut donner l'impression, mais en fait, je suis donc une femme, je vis en France, je vis dans la campagne, j'ai un enfant, il y a plein de choses comme ça. J'ai une RQTH avec polyhandicap qui sont reconnus, et pourtant je fais du libéral, et pourtant je suis chercheuse et j'ai un PhD. Et j'ai enseigné, j'ai dirigé des recherches, et j'ai fait quelque chose d'un petit peu transdisciplinaire. Donc voilà, tout ça, c'est la chercheuse praticienne qui est en face de vous. Et ça, c'est ancré théoriquement au sens où je suis allée chercher un petit peu la justification de ma posture, donc de praticienne chercheuse transdisciplinaire. Pourquoi trans? Parce que je suis pas inscrite dans une seule discipline dans ma thèse. J'ai utilisé des outils théoriques de psychologie sociale, de sociologie, d'anthropologie, de linguistique. Bon, voilà, je suis ce mélange. Qui a produit quelque chose d'un petit peu atypique. Et donc, dans mon activité de praticienne, ça me sert, ça me nourrit, c'est ma boussole. La recherche, ma posture de recherche, c'est un petit peu le nord et l'autre partie de la petite boussole qu'on fait, qui nous aide à travailler. Et donc, dans ma thèse, mais dans mes recherches, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, j'essaye le plus possible de travailler sur cette posture, cette implication, cet engagement parfois, parce que c'est un peu militant pour moi d'aller vous parler de la kinésithérapie, de qu'est-ce que c'est que le soin, de qu'est-ce que c'est que d'aller à domicile, de qu'est-ce que c'est. Tous ces aspects-là, il y a forcément un peu d'engagement et ça peut être pris comme un manque de recul. Alors que justement je le travaille. Et j'essaye d'avoir cette honnêteté intellectuelle, de parler de tous ces aspects-là, même si c'est pas courant en SHS, en médecine, c'est encore moins courant. Dire qu'on est malade quand on est professionnel de santé, bon, moi je le dis à mes malades. Voilà, ça fait des choses. Ça fait que, donc le contexte de cette recherche, ça émane surtout d'une demande d'un monsieur qui est assis là-bas, qui m'a dit, tiens, tu fais du domicile. Comment tu fais de l'EBP? Est-ce que tu crois que tu pourrais me parler de ça? Je dis oui, effectivement, c'est intéressant. Donc, je suis allée chercher un petit peu de documentation pour dire qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de kinés qui font du domicile. C'est quelque chose qui est relativement répandu. Mais enfin, on est sur 100 000 kinés, il n'y a que 3 000 qui font du domicile exclusivement, à peu près. Voilà, ça, c'est les données de 2022. Et pourtant, c'est un terrain qui, par nature, est complexe. Et on est censé avoir une démarche d'evidence-based practice. On en a parlé pendant un jour et demi. C'est mieux au niveau de la voix ou... Ok, merci. Donc, du coup, moi, je me suis dit, alors, explorer, mon ambition, c'est d'explorer, de commencer à défricher, on va dire, explorer les enjeux du soin de kiné à domicile, qui est par nature, donc comme je l'ai écrit, est incertain. A priori, c'est plus incertain que quand on est bien dans son cabinet et qu'on a sa table, on a son huile, on a son agenda, on sait quand on ferme, quand on ouvre, à peu près. Mais là, à domicile, les bouchons avec les moutons sur la route, ça, je ne sais pas quand ça se passe. Donc voilà. Et que je compile ça avec
Voilà. Donc, il y a une spécificité au domicile qu'on n'a pas en cabinet, c'est celle de... Encore plus, c'est qu'on va chez les gens et qu'on sait pas... On a vraiment des terrains qui sont... Ah bon, là, j'ai mis les images de la famille Groseille. On a les deux. On a les Lequesnois et les Le Groseille, on va chez les deux. On va en ville et on va à la campagne. On fait... Éventuellement, on peut cibler. Moi, je suis que à la campagne, mais j'ai des collègues qui font... J'en ai interviewé, qui font que de la ville et qui font à pied ou qui font en vélo. Mais on a aussi des choses un peu particulières. Moi, je suis allée chez des gens, ça c'est pas chez quelqu'un, c'est une image que j'ai prise parce que je veux respecter la vie privée, mais des fois, ça m'est arrivé souvent d'arriver avec un domicile qui est comme ça. Et comment je fais pour faire de l'EBP là-dedans? Comment je fais? Comment vous faites? J'essaye de faire quelque chose. Et des fois, on tape à la porte, on y dit, allez-y, entrez. Et hop, punaise! Oh, mais je pensais pas que c'était vous. Avec l'argument que c'est du « je suis naturiste ». Non, mais il faut régler la relation et à chaque fois, ça se représente. Mais à tous ces aspects-là, on pénètre l'intimité des gens et tout ça, ça rentre dans la pratique. Est-ce que le BP nous aide là-dedans ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais je vais développer ça petit à petit. Donc, je ne vais pas redire ce que c'est que le BP parce que ça a été dit, redit, l'evidence-based practice médecine, on l'a dit pendant 1 jour et demi. Non, je ne vais pas vous embêter avec ça. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de choses que j'ai découvert, vraiment, ça fait partie des choses que j'ai découvert dans ma thèse, en dehors du fait qu'on a l'habitude de parler du care et du cure, donc le soin et donc toutes les thématiques qui sont associées au cure, qui sont le statut social élevé avec le côté médical et tout ça, c'est les composantes du soin. Et on a l'habitude de croire, c'est ce que je discute dans ma thèse, que le cure c'est que médical et que le care c'est que infirmière ou c'est que voilà. En fait, moi, ce que j'ai réussi à articulé dans mon travail, c'est que il y a aussi d'abord une troisième composante qui est la composante du souci de soi, du bien-être, mais c'est le souci de soi du soignant lui-même, parce qu'on choisit nos techniques aussi en fonction de qui on est, et on choisit aussi en fonction de qui on a en face de soi, donc le souci de l'autre, et l'autre, il choisit ça, et ça s'appelle le souci de soi, c'est aussi une dimension de bien-être. Ça fait partie d'une part importante de la négociation du soin qui se joue dans la courant, mais qui est... Bon, c'est très Post qui en parle, mais il n'y a pas que lui, c'est en sociologie, qui n'est pas que de la santé, il y a la sociologie du handicap aussi un petit peu, mais c'est très très peu développé. C'est assez récent. Voilà, donc ça, c'est les grandes thématiques qu'on peut associer éventuellement au care, au cure. J'avance. Donc moi, je voulais quand même préciser... C'est bon, on est dans les... Non. Quelle heure? Mince. Combien de temps? Dans 13 minutes? Pour la présentation, oui, après 10 minutes de questions. Ah, ça va, je peux ralentir. Alors, donc, ma posture l'épistémologie que je souhaite mobiliser ici, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire, mais c'est peut-être un gros mot, des fois ça fait peur aux gens, mais c'est juste la façon de voir le monde. Et moi, j'ai une façon de voir le monde qui est un paradigme systémique. Et en santé, ça commence à se développer. Ça veut dire on n'est pas juste un individu, on n'est pas juste un groupe, on est une société. Et voilà. Donc le paradigme systémique, moi je trouve qu'il correspond bien parce qu'en plus, il permet de faire coïncider, cohabiter, de faire parler entre eux des éléments des théories scientifiques qui sont paradoxalement opposés. On peut utiliser du positivisme, faire du positivisme, aller faire de la mesure et l'associer à du qualitatif, de la phénoménologie. Et tout ça, on peut le mettre ensemble et on fait du systémique. Et ça se travaille ensemble et ça va bien. Il y a des recherches dans ce sens-là. Maintenant, je sais que c'est assez rare. Donc, voilà. Mais donc, j'ai cette posture constructiviste dont on parlait avec Bachelard et qui est là pour comprendre la construction du soin kiné. Il y a un des kinés que j'ai interviewé qui m'a dit faire de l'EBP. J'ai dit oui, parce que j'ai pas commencé à discuter avec lui, c'était l'entretien, donc c'était pas le moment. Mais parce que oui, le constructionnisme, la construction de la réalité du soignant, c'est une façon de... Voilà, on construit notre soin avec le patient. Le patient construit sa réalité avec son expérience. Et ensuite, il y a la démarche qui est de faire la science, qui est encore une autre démarche. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ça. Donc, je me suis amusée, j'ai fait joujou avec des nouvelles choses, parce que je me suis dit, ça fait un bout que je n'ai pas fait ça, j'ai personne pour me diriger, je vais faire comme j'ai envie.
Donc, je suis allée chercher trois grandes questions avec des mots-clés, donc sur le BP, sur home-based physiotherapy, donc forcément en base de données anglaises principalement, home care et physiothérapeute, tout ça. Donc, j'ai utilisé Google Scholar, PubMed, Scopus. Puis après, j'ai dit, oh, je vais m'amuser avec les IA. Alors, j'ai fait SciSpace, Lens.org, Open Knowledge. Puis bon, je me suis mis des barrières, un petit peu tout. Puis finalement, j'ai réussi à retenir 12 articles avec les 3 questions globalement de recherche qui ressortaient avec les IA. Bon, c'est pas ce que je recommanderais à mes étudiants, mais j'ai fait joujou, on va dire. Voilà. Ensuite, au niveau de... je me suis dit, ça va pas suffire. J'ai pas envie de me limiter avec mon expérience de professionnels et j'avais envie aussi d'aller chercher un petit peu voir, me confronter au terrain, au vécu des autres collègues. Donc j'ai fait des entretiens, j'ai fait une petite démarche. Il y a un groupe de kinés de partage d'expérience et d'entraide qui s'appelle Kiki Kadom. C'est rigolo, mais ça s'appelle comme ça, où il y a à peu près 1500 personnes. Et donc j'ai fait un post là-dedans en disant est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour... Et je me suis positionnée comme chercheuse, mais comme kiné. Je veux dire, j'ai été transparente. Alors, c'est sûr que c'est franchement impliqué. J'ai eu un bon taux de retour, finalement, puisque j'ai eu 9 personnes qui m'ont contacté et 6 qui ont accepté qu'on échange. J'ai fait 4 interviews. Et finalement, j'ai une population qui est relativement homogène, avec 3 hommes, 3 femmes, une catégorie d'âge qui est à peu près cohérente avec la démographie professionnelle. Enfin, voilà. Et puis, bon, il y en a qui sont à la campagne et en ville. Bon, j'ai essayé de faire une petite analyse en théorie ancrée avec Atlas TI, mais là, j'ai pas fini. Donc, globalement, les résultats, c'est que c'est difficile d'articuler donc, ce qui ressort des entretiens, puis un petit peu de la littérature aussi, c'est articuler le général et le particulier, c'est pas évident. Le maître mot, c'est s'adapter. S'adapter, ça ressort dans tous les entretiens et dans le rôle social prépondérant. Et puis savoir s'arrêter. Savoir faire des pauses, savoir contempler, moi, il y en a, tous, ils m'ont dit, ils récompensent. Au niveau sociologique, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. On fait plaisir aux malades quand ils leur font plaisir en faisant un massage parce que, vous avez fait il y en a une qui m'a dit ça, qui m'a dit, je fais un massage parce que je sais que ça sert à rien, mais hier, il a fait du jardinage, il a réussi à bouger, et voilà, j'ai fait un massage. Après, il y a tout ce qui est cette dimension. Alors, j'ai mis les images moi, je prends la métaphore du tout-terrain parce que vraiment, on est obligé de s'adapter, mais on va avec. C'est-à-dire qu'on construit vers le mieux ou vers le moins bien, parce que c'est un petit peu la caractéristique du domicile, c'est qu'on a des patients on va réussir à leur redonner de l'autonomie. Post-chute, une personne âgée qui vient... J'ai encore du temps ou pas? À qui on va faire un petit traitement d'attaque parce qu'elle est tombée et qu'on n'a pas envie d'avoir un syndrome post-chute. Après, quand elle reprend sa vie d'avant, bon. Après, on pourra arrêter les soins, mais je veux dire, on n'est pas obligé, on n'est pas que sur du soin qui va jusqu'à de la fin de vie, quoi. Je veux dire, à domicile, il y en a beaucoup, mais c'est pas que ça. Donc, on est là pour faire avec l'autre aussi en fonction de soi, parce que comme je l'ai dit, la situation pro, elle n'est pas idéale. Alors, j'ai choisi de discuter un petit peu donc en mettant en parallèle déjà le côté évidence qui est d'aller chercher des preuves dans la réalité, comme je disais ce matin quand je faisais la remarque sur l'observation. On est constamment confronté à domicile à des données qui sont pas des données relatées. C'est des données qu'on observe. Est-ce qu'on y fait attention? Est-ce qu'on n'y fait pas attention? Voilà. Quand je vais à domicile chez un patient qui est polyamputé et que il est pas bien du tout et qui veut qu'il est à 10h du matin déjà au pastis, qu'il est déjà et que comment je fais le soin alors que oui, effectivement, il faudrait que je tire sur son genou, que je fasse en sorte qu'il puisse mettre sa prothèse. Comment je fais tout ça alors qu'il a un diabète, qu'il a une prothèse à une jambe et un autre truc à une autre jambe, il veut pas que je le touche, il a pas. Je respecte l'instant T. Et c'est pour ça que j'ai été sensible au contexte.
contexte psychologique, au fait qu'il va pas me dire qu'il a déjà picolé depuis ce matin. Enfin, je veux dire, ça fait pas partie des choses dont il se vante. Puis j'ai pas envie non plus, moi, je suis pas psychologue, je suis pas là non plus pour discuter avec lui de ça. Par contre, je transmets. Et puis, à ce moment-là, je fais attention à la fois d'après. Et donc, c'est pour ça que je pense que cette notion de cadre figé de l'EBP qui est... Moi, je préfère parler du soignant, du soigné et des sciences, de mise en et j'ai mis science avec un S parce que pour moi, on peut pas se limiter à juste le biomédical parce que les savoirs expérientiels, on les retrouve dans la littérature. Ils sont pas forcément dans la littérature biomède, mais ils sont dans la littérature. Et il n'y a pas que ça. Une histoire de handicap, les choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent nous aider à construire un soin, à chercher des idées, un petit peu comme vous avez dit tout à l'heure. Il y a des arguments, des idées, des partages d'expériences qu'on peut aussi, nous, en tant que passeurs, discuter avec le malade. Et la notion de... Pour moi, c'est une boussole triple. Donc, en fonction de... Je ne sais pas si vous arrivez à me lire, parce que j'ai galéré à faire mon triscal, là, je ne sais pas quoi. Donc, le cure, le care et la cura, qui peuvent bouger. L'idée, c'est qu'ils peuvent bouger d'une séance, d'une rencontre à l'autre, et qu'il y a la situation, et il y a la notion temporelle, et qu'il faut réévaluer. Mais là, ça, c'est un petit peu la route d'Heming dont on a parlé, mais à mon sens, elle devrait être intégrée là-dedans. Voilà ce que j'avais proposé. Alors, les perspectives que je peux déjà voir là, c'est tout ce qui est éthique du soin, c'est le dilemme. Il y a des articles qui parlent du dilemme du patient, justement, à domicile. Il y a en psychologie sociale tout ce qui est le pan de la décision en situation complexe. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas quand je parlais de mon patient qui est déjà éthylique à 10 heures du mat, mais il n'y a pas que ces situations-là. Il y a tout un tas de perspectives qui sont de l'ordre de la vie professionnelle pour nous protéger, nous, pour préparer nos étudiants, pour vivre mieux dans ce contexte qui est stressant un petit peu, parce que des fois, on ne sait pas comment va se passer notre journée. Et puis... moi, je propose carrément d'aller peut-être au-delà. Moi, j'aurais tendance à dire pourquoi on ne va pas chercher aussi d'autres modèles, parce qu'il en existe d'autres qui sont... Parce que l'evidence-based, d'accord, c'est anglo-saxon, c'est basé sur le biopsychosocial, mais il n'y a pas que l'OMS a fait le biopsychosocial, mais depuis, elle a fait plein d'autres choses, l'OMS, et en particulier l'ICF, qui apparemment est assez... je me rappelle. Alors, donc, c'est l'International Classification of Functioning Disease Health. Ah, c'est caché. Voilà. Donc là, il y a plein d'éléments qui sont mis en commun, en dehors de l'aspect individuel. Et il y a le contextuel, surtout, qui est pris dans ce modèle et qui, à mon sens, peut nous aider déjà à pas oublier des choses quand on s'occupe des malades, quand on est avec eux, et puis en tant que chercheur, à chercher d'autres pistes pour éventuellement trouver des éléments de variabilité ou de singularité. Voilà. Ça, c'est vers Porquerolles. J'avais envie d'aller m'asseoir, mais c'est pas là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci Cécile pour cette présentation. Effectivement, je t'avais appelé parce que il me semblait que c'était important que tu nous dises quelque chose autour du soin à domicile. Je pense à un sociologue toulousain qui s'appelle Michel Grossetti, qui a écrit un livre intitulé La sociologie de l'imprévisible. En fait, il y a une différence effectivement quand le patient vient dans notre cabinet, dans un service de rééducation, où globalement, on peut penser que le professionnel de santé peut maîtriser un peu la situation parce le patient vient chez lui. Mais comme tu l'as présenté, en fait, on peut s'attendre à tout quand on ouvre la porte d'un domicile, en fait, quand on vient chez un patient. Il y a une là, je pense, la singularité, la pluralité des contextes est encore plus puissante, je trouve, que lorsqu'on est, quand le patient vient chez nous. Et donc, ouais, je te remercie pour ça. Donc, c'est plus une réflexion qu'une question, mais par rapport à ton expérience à toi, je pense que tu as eu une expérience aussi de salariat.
Oh, non, quasiment pas. Quasiment. Très peu, mais en début de carrière, en centre pour les polytraumatisés médulaires. Si, j'ai fait du remplat aussi en polytrauma. Ouais, c'était juste J'ai pour fait voir, en blessure fait, est-ce que médulaire. de ton vécu expérientiel, qu'est-ce qui ressort en fait en termes de similitudes et de différences entre ces modes d'exercice, ces deux modes d'exercice qui sont finalement très différents. L'expérience professionnelle entre en fait, l'activité en structure, que ce Oui, soit en cabinet et en salariat ou à domicile. oui, La différence, c'est le rôle social qui est démultiplié. À mon sens, c'est beaucoup plus important à domicile que on a un rôle social beaucoup plus fort parce que des fois, il y a des patients chez qui je vais où il n'y a que moi qui vais. Il n'y a pas d'infirmière, ils sont suffisamment autonomes pour pas avoir d'infirmière, ils voient quasiment personne. Par contre, pour régler la télé, pour arranger, c'est des trucs. Pourtant, ça fait partie du care parce qu'en fait, on prend soin d'eux dans une dimension qui est globale. Je vais pas lui dire, je peux pas leur dire, ils ont personne d'autre. Qui c'est qui va les aider si jamais il n'y a pas ça? Alors, je veux bien les mettre en relation avec les personnes qui un réseau social local au niveau voilà. Donc, ce rôle-là de social est très important, à mon sens, à domicile, beaucoup plus. Et après, la relation thérapeutique me semble plus intense à domicile parce qu'on pénètre l'intimité et qu'on a accès au domicile, aux familles, au vécu. On voit les photos, on voit tout un tas de choses qui sont... On peut rebondir beaucoup plus. On a plein de leviers pour faire bouger les gens, pour les aider et les accompagner. On a beaucoup plus de leviers, à mon sens, à domicile qu'en cabinet, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est déjà les deux principaux. en fait, en rééducation, je sais pas ce que tu en penses, en termes de transférabilité, entre guillemets, des acquis. Quand on travaille en cabinet ou en centre, on essaie en fait déjà avec l'anamnèse savoir ce dont tu as, et puis, ce dont a besoin le patient, et puis on espère que ce qu'il a acquis comme progrès, il puisse le transférer dans son lieu de vie. Là, en fait, on est en live, en fait, on est dans, Oui, dans son environnement. là on fait avec l'environnement, c'est-à-dire que j'ai pas une presse pour travailler et faire renforcer les quadriceps alors qu'il faut, parce que on va monter sur les escaliers, on va faire des exercices en situation, en fonction de ce qui se présente au domicile. Il m'arrive d'apporter du matériel et les personnes que j'ai interviewées font pareil. Ponctuellement, ils apportent du matériel, mais c'est extrêmement anecdotique. L'idée principale, c'est de bricoler avec ce qu'il y a sur place. C'est la créativité à état pur à ce niveau-là. C'est trouver les joujoux de la grand-mère. On travaille le poignet. Moi, j'ai une patiente avec elle a sa petite fille qui lui a fabriqué une balle parce que j'ai dit qu'il fallait qu'elle ait une balle. Et on fait participer tout le monde. Et on n'est pas. Oui, j'aurais pu acheter du matériel pour travailler, par exemple, la flexion des doigts et tout ça, mais tous ces aspects-là, c'est plus proche peut-être de l'ergothérapie, hein, je dis pas, mais ça permet aussi de proposer des adaptations du domicile, ça permet plein de choses. On rencontre l'équipe soignante beaucoup plus souvent. Moi, des fois, je fais exprès d'arriver en même temps qu'eux, et comme ça, je regarde les soins, je regarde les pansements, je regarde les escarres, comment ils sont, si jamais il y en a. Parce que j'en ai une en ce moment qui en a un. Voilà. C'est beaucoup plus riche. La Voilà. dimension artistique et Vas-y, professionnelle est plus développé. développée que... À mon sens, oui. D'accord, merci. Moi, je voulais te remercier pour ce témoignage parce que du coup, ça fait vraiment un pendant pardon, à tout ce qu'on a entendu. Non, oui. Ça fait un pendant par rapport à tout ce qu'on a entendu qui, avant, enfin, des choses qui étaient. Ça concrétise? Oui, voilà, c'est ça. Et finalement, t'es loin de tout. Enfin, oui, t'es au bout de tout ce qu'on a entendu, en fait, parce que c'est la réalité, en fait. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas s'imaginer que c'est ça, quoi, parce que. Merci pour ce témoignage, parce que je pense que même des étudiants... J'espère que c'est pas juste un témoignage, c'est ça le truc. Ouais, non, c'est pas juste un témoignage, mais ce témoignage, pour moi, il est important, parce que cette représentation, c'est quoi un kinésithérapeute oui, c'est des fois, tu fais ce que tu peux, enfin,
oui, c'est une étude que tu as fait, c'est de la recherche, mais n'empêche que moi, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui existe et que peu C'est incarné. qui naît en parle en fait, hein, Mm. parce que c'est tellement Enfin, on n'est pas vraiment. valorisant de faire des études avec des cours, des machins, tout ça, ou de s'occuper des sportifs, ou enfin voilà. Je veux dire. Et pourtant, il y a des. Enfin, tu parles d'une étude, mais bon, là, j'ai fait une enquête qui est plutôt orientée. On pourrait très bien faire, à un moment donné, je m'étais interrogée à faire de l'ethnographie, de l'ethnologie. Mais il me manque des mentors à ce niveau-là, très sincèrement. Mais oui, ça fait partie des choses qui pourraient être faites. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent. Et comment, du coup, vous expliqueriez que, comme tu le soulignais, Joanne, par exemple, les étudiants, c'est pas leur représentation d'aller au domicile, les choses comme ça. Et on voit pourtant qu'il y a le côté artistique, le côté créatif, le côté relation, je ne vais pas dire relation intime au sens où on peut l'entendre au sens sexuel, mais on rentre dans l'intimité du patient quand même. Non, mais non. je souligne parce qu'on ne sait jamais. Oui. Voilà. Et pourquoi, du coup, les étudiants ou la représentation... Parce que c'est à dur. votre sens, ouais. Parce que c'est impliquant. Parce qu'on donne de soi autant que les autres on leur prend finalement, parce qu'on rentre dans leur intimité un peu. Ils sont obligés, préféreraient qu'on ne vienne pas. Mais voilà. Donc, mais du coup, pour nous, c'est impliquant. Donc, parce que par rapport à l'hygiène, parce que pour plein de raisons, c'est difficile. Ça nous oblige à nous d'aller aussi dans le contre-don, parce que quand on voit l'intime, on parle de soi aussi. On attend de nous qu'on parle de soi un petit peu. Un peu. Et ça, c'est dur. On a du mal à vouloir... Bon. Moi, à un moment donné, je m'étais dit, je mettrais la blouse pour aller faire les visites. Mais bon, après, c'est pas hygiénique, enfin, c'est pas terrible. Alors, je mets pas la blouse. J'ai des gants au cas où, quand vraiment les situations me l'exigent, je mets des gants. C'est sympa. Non, je masse pas un escar, bien sûr, je peux pas faire ça, mais la fois où j'ai dû faire une toilette parce qu'il fallait absolument que je la fasse marcher ce jour-là, eh ben, j'ai fait une toilette. Bon, on n'est pas nombreux à faire ça, mais des fois, il faut... Enfin, c'est pas quand il faut. Moi, je travaille que 2 jours par semaine, j'ai fait ce choix à cause de mes problèmes de santé. C'est ça aussi qui oriente ma pratique. Dans ce sens-là, le curave, pour moi, je le fais. Les gens, finalement, quelque part, je sélectionne mes malades aussi parce que je ne peux pas y aller 4 fois par semaine. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont faites, qui sont normalement qu'on ne fait pas, mais je suis obligée de les faire parce que je ne peux pas travailler plus que 2 jours par semaine. Et puis, j'ai envie de faire de la recherche des 2 autres jours, et puis j'ai un fils, et puis mince. Une vie remplie. Voilà, une vie très remplie. Après, je ne sais plus, je voulais dire un truc, puis c'est parti. Merci pour les questions. Une dernière? Est-ce que tu accueilles des stagiaires sur ces 2 jours Non, pour l'instant, non, mais pourquoi? Non, j'ai pas de... Enfin, c'est pas quelque chose. Je travaille aussi à domicile, mais dans le cadre d'un hôpital. Ouais. En rééducation, on essaie de mettre en place la rééducation intensive qui est demandée par... Ouais, mais c'est pas intensif en 2 jours. Oui, non, mais enfin, je suis dans une équipe. Mais dans le Var? Non, je suis plus dans le Var. Oui, voilà, c'est ça. Ben, moi, je suis dans le Var. Hein? Oui, je sais, mais c'était ma question. Est-ce que tu as vu des stagiaires Ah! en kiné libérale à Non. domicile? Parce que, voilà, avec l'école d'Orléans, on a aussi, pour que les étudiants Ils découvrent ce terrain. découvrent le terrain à domicile, comme il y a Gudule sur Orléans, qui est une structure qui favorise la mise en place de kiné à domicile. Oui. D'accord. Voilà. Je me suis pas posé la question. Voilà, ils sont venus Encore. faire un accueil. Qui modifie aussi le regard des étudiants sur le soin à domicile. Ils sont extrêmement pas à l'aise. Les premières semaines, c'est hyper dur. Ouais. Il y a beaucoup de discussions à avoir avec eux. Mais pour l'instant, j'avais pas l'énergie, le temps pour mettre en place ça. D'abord parce que j'ai pas de contact avec l'école de kiné de Marseille. J'aurais pu, mais pour l'instant, j'ai pas. Et puis, ouais, je sais pas comment je pourrais arriver à mettre ça en place, mais oui, ça m'est jamais arrivé.